Le 1er septembre 1939, à l'aube, un grondement secoue le ciel de la Pologne. Ce n'est pas le tonnerre, ni un simple fracas de la nature. Ce sont les moteurs des avions de la Luftwaffe, filant à toute vitesse vers les villages endormis, projetant des ombres menaçantes sur les toits humides de rosée. Les oiseaux s'envolent, effrayés, dans un chaos de plumes et de cris. Les chiens aboient, alertant leur maître, et les vitres tremblent sous le vacarme des moteurs. L'air lui-même semble chargé d'électricité, comme si la Terre savait qu'un jour nouveau ne serait plus jamais le même. À Westerplatte, une petite péninsule sur la mer Baltique, le cuirassé allemand Schleswig-Holstein ouvre le feu à 4h45. Les obus explosent contre les fortifications polonaises, projetant poussière, éclats de pierre et flammes dans l'air glacé du matin. Les soldats polonais, surpris et encore ensommeillés, courent vers leur position. Certains n'ont même pas eu le temps de fermer correctement leurs vestes, et leurs bottes s'accrochent aux débris de la nuit. Leurs mains tremblent tandis qu'ils chargent leurs fusils, leurs visages mêlant peur, détermination et un étonnement presque irréel face à la violence soudaine. Dans les villages voisins, la vie paisible est instantanément brisée. Les familles se pressent pour rassembler ce qu'elles peuvent transporter. Les enfants pleurent, d'autres restent figés, regardant le ciel en feu, le fracas des explosions et les silhouettes sombres des bombardiers. Les routes deviennent des rivières humaines. Charrettes, bicyclettes, voitures et chevaux avancent lentement, dans un mélange chaotique de bruit, de panique et de poussière. Les premiers réfugiés croisent les soldats polonais qui se dirigent vers le front. Un échange de regards. Peur. Respect. Une étincelle d'humanité au milieu du chaos. La Pologne, coincée entre l'Allemagne nazie à l'ouest et l'Union soviétique à l'est, tente de se préparer depuis des mois. Mais personne n'avait imaginé une attaque si rapide, si brutale. Les panzers allemands avancent avec une précision effrayante, soutenus par l'aviation qui détruit méthodiquement les lignes de communication et les points stratégiques. C'est le début d'une guerre nouvelle, moderne, fulgurante, le Blitzkrieg, la guerre éclair. À Danzig, les habitants entendent les sirènes et voient les premiers obus tomber. Les bâtiments tremblent, les vitres éclatent, des flammes s'élèvent au loin. La panique s'installe. Certains fuient vers la campagne, d'autres se réfugient dans les caves, les sous-sols des églises, ou simplement sous les tables et dans les couloirs étroits des maisons. Une vieille femme serre son chapelet et murmure des prières, tandis qu'un enfant tient son ours en peluche contre lui et qu'un soldat regarde sa montre avant de replonger dans le combat. À Varsovie, la capitale, la situation est tendue. Les troupes polonaises se mettent en position. Les barricades sont érigées, les rues principales bloquées. Les civils viennent prêter main forte. Ils distribuent de l'eau, des vivres, parfois même des munitions. Chaque heure gagnée est cruciale. Le général Walerian Xuma parcourt les positions, serre les mains des hommes, parle avec calme. Il sait que la capitale deviendra bientôt un champ de ruines, mais chaque geste compte pour donner un espoir, aussi mince soit-il. Dans le ciel, les Stukas plongent. Leur sifflement terrifiant résonne au-dessus de la ville. Les bombes frappent les gares, les centrales électriques, les hôpitaux. Les sirènes hurlent sans relâche. Les incendies se multiplient. Des colonnes de fumée noire s'élèvent au-dessus des toits. Pourtant, à Westerplatte, une petite garnison polonaise résiste. 200 hommes contre plus de 2000 Allemands. Ils tiennent bon, infligeant des pertes à l'ennemi et devenant un symbole de courage et de résistance. Dans les campagnes, les colonnes allemandes avancent avec une rapidité effarante. Les blindés écrasent les clôtures et soulèvent la poussière des routes. Les avions de reconnaissance repèrent chaque position polonaise avant même que les troupes ne puissent s'organiser. Les paysans observent cette marée d'acier avec effroi. Les soldats polonais tentent désespérément de ralentir l'avancée ennemie, utilisant chaque colline, chaque forêt, chaque pont comme une barrière fragile. Les tracts allemands promettent nourriture et sécurité à ceux qui se rendent, mais la plupart refusent. Ils préfèrent combattre, même face à une défaite inévitable. Les premiers jours de septembre deviennent un cauchemar. Les villes sont en ruine, les routes encombrées de réfugiés, les trains transportent les blessés. Le silence des campagnes est remplacé par le grondement incessant de la guerre. Les messages envoyés à la France et au Royaume-Uni demandent de l'aide. Le gouvernement polonais espère encore une riposte rapide des Alliés. Mais à l'ouest, rien ne bouge. La drôle de guerre commence, et la Pologne se retrouve seule face à la machine de guerre nazie. Pourtant, elle se bat. Chaque rue, chaque forêt, chaque colline devient un champ de résistance. Hommes et femmes refusent d'abandonner leur liberté. Chaque obus, chaque charge de chars, chaque explosion rappelle brutalement que la guerre n'est pas seulement une question d'armes, mais de courage et de volonté. Dans chaque village,
des volontaires se joignent aux soldats, distribuent des munitions, transportent les blessés. Les fermiers deviennent éclaireurs, les enseignants servent de messagers. Même les enfants apprennent à observer et à prévenir les mouvements ennemis. Au crépuscule, les routes et les champs sont jonchés de charrettes abandonnées, de chevaux effrayés et de civils épuisés. Les silhouettes des soldats polonais se découpent sur les cieux embrasés, tandis que les Stukas continuent leur plongeon meurtrier. La nuit tombe sur un pays en feu, mais l'esprit de résistance reste vivant. Chaque village, chaque maison défendue est une déclaration silencieuse. La Pologne ne se rendra pas. La nuit tombe sur la Pologne, mais la guerre ne connaît pas de repos. À Varsovie, la capitale est devenue un immense champ de fortifications improvisées. Les habitants, civils et soldats confondus, travaillent sans relâche pour renforcer les barricades, creuser des tranchées et aménager des postes de tir dans chaque rue. Le général Walerian Xuma parcourt les quartiers, serrant les mains, murmurant des mots de courage aux hommes et femmes qui luttent contre l'épuisement. Chaque regard, chaque geste, témoigne de la détermination silencieuse d'un peuple qui refuse de céder. Dans les campagnes, loin de la capitale, des groupes d'unités polonaises se rassemblent pour ralentir l'avancée des panzers allemands. À la lisière des forêts et des villages, des soldats, des paysans et de jeunes étudiants forment des embuscades. Ils disposent de vieux fusils, parfois d'armes de la Première Guerre mondiale, mais leur courage est neuf, vibrant, intact. Chaque tir bien placé, chaque piège tendu devient une victoire symbolique contre l'invasion. Les Allemands avancent vite, mais chaque obstacle les ralentit et leur rappelle que ce pays, bien que petit, n'est pas sans défense. À la Bzura, à l'ouest de Varsovie, une contre-offensive polonaise prend forme. Sous le commandement du général Kutrzeba, deux armées polonaises encerclent partiellement les colonnes allemandes, infligeant des pertes significatives et semant la confusion parmi les unités ennemies. Les soldats polonais, malgré le manque de munitions et d'équipements modernes, se battent avec un courage désespéré. Chaque village repris, chaque route libérée, chaque char ennemi immobilisé devient une lueur d'espoir dans un tableau de destruction. Mais la supériorité allemande en nombre et en puissance de feu finit par se faire sentir. Les avions de la Luftwaffe bombardent continuellement les positions polonaises, les blindés Panzer contournent les points stratégiques et encerclent les unités. Les communications sont coupées, les lignes téléphoniques détruites, et les colonnes polonaises commencent à se fragmenter. Chaque soldat comprend que la guerre est autant mentale que physique. Survivre, résister, transmettre l'information au reste du pays, voilà l'essentiel. À Varsovie, la tension est palpable. Les sirènes retentissent plusieurs fois par jour, annonçant les attaques aériennes. Les civils, à bout de force, alternent entre espoir et désespoir. Les enfants, cachés dans les caves, observent les silhouettes des bombardiers comme on observe des fantômes. Les pompiers, épuisés, tentent d'éteindre les incendies, souvent sans eau suffisante. Dans les hôpitaux improvisés, les médecins et infirmières soignent des blessés dans des conditions quasi impossibles. La ville est un mélange de chaos et d'organisation, de peur et de courage. Pendant ce temps, le gouvernement polonais, réfugié dans le sud, tente de coordonner la défense depuis les zones encore sûres. Des rapports détaillés sont envoyés à Londres et Paris, décrivant la progression allemande, les pertes civiles et militaires, et les besoins urgents en aide aérienne et matérielle. Mais à l'ouest, la drôle de guerre persiste. Les Alliés, malgré les déclarations de soutien, hésitent à engager leurs forces sur le front ouest. La Pologne se retrouve isolée, luttant seule contre une armée moderne et mécanisée. Les combats à la Bzura se transforment en véritables batailles urbaines et rurales. Les villageois observent, impuissants, les chars écraser les clôtures, les avions bombarder les routes et les maisons brûlées. Mais certains participent activement à la résistance. Jeunes hommes et femmes servent de messagers, transportent des munitions, renseignent les positions allemandes. Chaque action, petite ou grande, devient un acte de bravoure. Même ceux qui n'ont jamais tenu d'armes contribuent. Femmes et enfants apportent nourriture, eau, pansements et encouragement aux combattants. Dans certains villages, les combats sont brefs mais intenses. À Grodno, les habitants se joignent aux soldats pour défendre chaque rue, chaque maison. Les adolescents, armés de bouteilles incendiaires, se tiennent prêts à ralentir les colonnes soviétiques et allemandes en cas d'avancée simultanée. Les forces polonaises, bien que désorganisées et souvent mal équipées, réussissent parfois à percer des lignes ennemies et à rejoindre d'autres unités. Ces succès, bien que temporaires, deviennent des histoires racontées encore et encore pour maintenir le moral. À Varsovie, le 8 septembre 1939, les premières unités allemandes atteignent les faubourgs. Les combats deviennent intenses.
Les chars surgissent dans les rues périphériques, tandis que la Luftwaffe pilonne sans relâche les quartiers résidentiels. La population, malgré la peur, refuse de fuir complètement. Les fenêtres deviennent des postes de tir improvisés, les toits des observatoires pour snipers. La ville, déjà meurtrie par les bombardements, se transforme en un véritable champ de bataille. Dans les tranchées et barricades, les soldats polonais font face à un ennemi supérieur, mais ils résistent avec une discipline remarquable. Les volontaires civils participent activement. Certains transportent des blessés sous le feu, d'autres improvisent des armes, des explosifs artisanaux pour ralentir les chars. La coordination, bien que difficile, existe. Chaque décision compte, chaque choix peut sauver des vies. Pendant ce temps, dans les campagnes environnantes, les premières unités soviétiques commencent à franchir la frontière et la Pologne se retrouve prise en étau. Les nouvelles arrivent progressivement au commandant polonais. L'invasion allemande à l'ouest, la menace soviétique à l'est. La situation est critique. Mais les ordres restent clairs. Continuer la résistance, protéger les civils et tenter de ralentir l'ennemi à tout prix. Dans les villages, les familles se réfugient dans les forêts et les caves. Les routes sont encombrées de réfugiés qui avancent lentement, traînant enfants, animaux, bagages, dans un silence lourd de peur et de fatigue. Les avions allemands et parfois soviétiques survolent ces colonnes. La ville est totalement encerclée. Les bombardements deviennent la terreur, jour et nuit. Mais l'entrée d'entre les réserves de nourriture sont épuisées. Ceux qui ont encore de la force partagent de l'eau. Pourtant, les habitants chantent dans les caves. Le courage et la solidarité deviennent aussi essentiels de ne jamais abandonner les armes pour survivre. La radio continue de diffuser des messages patriotiques, encourageant la population à résister. Les officiers polonais, conscients de la situation désespérée, restent aux côtés de leurs hommes. Ils savent que chaque jour gagné est un symbole de courage pour tout le pays. Dans les campagnes, la résistance continue à travers des attaques sporadiques, des embuscades et des sabotages de convois allemands. Même si chaque action est risquée, elle montre que la Pologne ne se rend pas. Les blindés ennemis, rapides et implacables, avancent, mais chaque village, chaque colline, chaque forêt devient un obstacle à leur progression. La guerre devient autant une question de stratégie et d'organisation que de courage individuel. Les jours suivants deviennent un cauchemar permanent pour Varsovie. La ville, déjà meurtrie par les bombardements allemands, ressent maintenant toute l'angoisse de l'encerclement. Les rues sont jonchées de débris, les immeubles effondrés forment des barricades improvisées, et chaque coin de rue peut cacher un danger. Les civils, malgré la peur, continuent d'aider les soldats, transportant des blessés, ravitaillant les positions, ou simplement apportant un peu de chaleur humaine dans ce paysage de ruines. Les visages sont marqués par l'épuisement et la résignation, mais aussi par une détermination farouche à ne pas laisser tomber leur ville. À l'est, l'ombre d'une nouvelle menace grandit. Le 17 septembre, à l'aube, l'armée rouge franchit la frontière polonaise. Les blindés T-26 et les cavaliers soviétiques pénètrent dans des villages encore épargnés, semant la panique parmi les habitants. Les officiers polonais, déjà confrontés à l'avancée allemande, se retrouvent désormais pris en étau. Les communications sont quasi impossibles, les lignes téléphoniques souvent coupées, et les nouvelles parviennent au compte-gouttes. La stupeur est immense. L'ennemi apparaît là où l'on s'attendait à une aide. Dans les petites villes de l'Est, la résistance polonaise s'organise de façon spontanée. Des paysans, des enseignants, des anciens soldats et même des adolescents prennent les armes. Ils tentent des embuscades aux colonnes soviétiques, sabotent des ponts et tentent de protéger leurs familles. Chaque succès est toutefois temporaire. Les forces soviétiques, nombreuses et coordonnées, repoussent rapidement les assaillants. Les villages tombent les uns après les autres, et les habitants sont souvent contraints de fuir dans les forêts ou de se cacher dans les granges abandonnées. La peur et l'incertitude deviennent des compagnons constants. À Varsovie, la situation devient critique. Le 22 septembre, la ville est sous le feu constant de l'aviation allemande. Les sirènes hurlent, les bombes tombent, et la population tente de survivre comme elle peut. Les écoles et les églises sont transformées en hôpitaux improvisés. Dans les sous-sols, les familles entassent les blessés, les enfants et les personnes âgées, essayant de protéger autant de vies que possible. La ville est un mélange de chaos et de solidarité, un théâtre de courage et de désespoir. Le gouvernement polonais, comprenant que la situation devient intenable, prend une décision historique. Le président Mościcki et le commandant en chef Śmigłowicz ordonnent à l'armée de se retirer vers la Roumanie et la Hongrie. L'objectif est clair, continuer la lutte depuis l'étranger et maintenir la légitimité de la Pologne aux yeux du monde. Mais toutes les unités ne parviennent pas à se replier. Beaucoup sont encerclées, capturées ou détruites.
Ceux qui échappent à la capture deviennent des symboles de résistance, portant avec l'espoir de voir un jour leur pays libéré. À Lwów, la situation prend une tournure dramatique. Les troupes allemandes et soviétiques se rencontrent pour la première fois sur le terrain polonais. Un accord secret, basé sur le pacte germano-soviétique, prévoit que la ville passe sous contrôle soviétique. Les images sont glaçantes. Officiers allemands et soviétiques se serrent la main, souriant, tandis que les habitants assistent, impuissants, à la perte de leur ville. Les arrestations commencent immédiatement. Les élites locales, les intellectuels, les officiers et les fonctionnaires sont emmenés vers l'Est, dans l'inconnu. Beaucoup ne reviendront jamais. Dans la zone soviétique, la terreur s'installe rapidement. Les arrestations massives, la collectivisation forcée et la suppression des symboles religieux et culturels transforment la vie quotidienne en cauchemar. Les familles sont séparées, les églises fermées, les écoles réorganisées pour endoctriner les enfants. Les hommes valides sont souvent envoyés en Sibérie pour des travaux forcés, tandis que les femmes et les enfants doivent survivre dans un climat de peur et de délation. La Pologne est coupée en deux, chaque moitié subissant une dictature différente mais également brutale. Pendant ce temps, dans la zone allemande, l'occupation commence dès le 6 octobre. Varsovie est occupée, les rues surveillées par la Wehrmacht et la Gestapo. Les Juifs sont marqués, expulsés, enfermés dans des ghettos, souvent privés de nourriture et de soins médicaux. Les intellectuels, les professeurs et les prêtres sont arrêtés ou exécutés. Le but est clair, briser l'identité polonaise et effacer toute résistance culturelle. Les livres sont brûlés, les noms de rues germanisés, les institutions fermées. Le quotidien est devenu une lutte pour la survie. Pourtant, dans l'ombre, un mouvement naît, la résistance polonaise. D'anciens soldats, des professeurs, des étudiants, et même des paysans organisent des réseaux clandestins. Ils créent des journaux secrets, transmettent des informations à Londres, sabotent les infrastructures allemandes et aident les familles juives et les civils persécutés. Ce mouvement prendra bientôt le nom d'Armia Krajowa, l'armée de l'intérieur, et deviendra l'une des plus grandes forces de résistance en Europe. Chaque sabotage est risqué, chaque mission une épreuve de courage. Mais pour ces hommes et femmes, l'honneur et la liberté valent tous les sacrifices. À Varsovie, la vie quotidienne continue sous une surveillance étroite et un bombardement constant. Les habitants s'adaptent à un rythme dicté par la peur et la nécessité. Les pompiers et médecins improvisent des interventions de nuit, les volontaires transportent les blessés à travers les ruines, et les enfants apprennent à se cacher rapidement dès qu'une alerte retentit. Les fêtes et les cérémonies traditionnelles sont remplacées par des chants patriotiques et des prières silencieuses. Chaque jour devient un combat pour préserver l'humanité dans un monde devenu fou. Face à cette dans les forêts et les campagnes, certains Polonais choisissent groupes de partisans polonais effectuent leur première mission. Le gouvernement polonais et les forces armées des embuscades en Roumanie sabotent des trains, espérant pouvoir reprendre la lutte. Les explosions dans les gares et les escadrons polonais sont rapidement reformés en France, même si les pertes sont lourdes. Chaque action rappelle à l'occupant que la Pologne est symbole de la résistance polonaise. La résistance grandit malgré la peur. Le squadron 303, malgré la trahison, notamment, malgré l'absence de soutien lors de la bataille d'Angleterre. En octobre 1939, le drapeau polonais continue de flotter fièrement malgré l'occupation. Les grandes villes dans les forêts et les zones rurales, les campagnes surveillées, la résistance polonaise, les populations traumatisées davantage. Pourtant, les premiers journaux clandestins apparaissent, chaque acte diffusant des informations sur chaque message envoyé par les nazis, chaque sabotage devient une étincelle d'espoir. Les groupes de partisans échangent des messages escadrons polonais qui s'exilent en France et en Grande-Bretagne se les embuscades, continuer le combat aux côtés des Alliés et attaquent le drapeau polonais flotte à nouveau sur les fronts européens. La peur n'a pas disparu, mais la détermination de ces hommes et femmes, même si la guerre continue à ravager l'Europe, l'invasion de la Pologne a laissé une empreinte indélébile. La vie sous occupation est rythmée par la nécessité de survivre. Le courage d'un peuple, les sirènes d'alerte retentissent presque et l'émergence d'une résistance organisée. Les enfants apprennent à se cacher du conflit. Les récits de batailles héroïques, les blessés, de sacrifices personnels et les volontaires de solidarité face à la terreur deviennent des légendes racontées pour inspirer les fêtes traditionnelles et les célébrations. Et au cœur de tout cela, Varsovie reste par des symboles silencieux, détermination patriotique dans les caves et sous la ville. Chaque jour devient un combat continue de battre un semblant d'humanité dans un environnement devenu terrifiant. Chaque ghetto devient des centres de chaque drapeau accroché aux fenêtres, mais aussi de l'histoire d'un peuple qui les habitants organisés par deux clandestins
des activités culturelles et des célébrations secrètes. L'automne 1939 s'installe sur une Pologne meurtrie. Les enfants apprennent l'histoire, la littérature, mais les couleurs chaudes de la saison ne suffisent pas à réchauffer le cœur des habitants. Les parents racontent les villes et les villages portent encore les cicatrices des bombardements que la liberté et la Pologne existent à Varsovie et dans les autres grandes cités. Même si les murs les entourant la vie quotidienne est désormais entièrement dominée par la terreur exercée par les deux puissances d'occupation. Les soldats allemands patrouillent dans les complètement, surveillant chaque mouvement. Les réseaux habitants doivent apprendre à vivre sous un régime où chaque parole commence à avoir un impact, peut être surveillé et puni. Les sabotages sur les juifs de chemin de fer ralentissent. La situation devient rapidement insoutenable. Les messages envoyés à Londres en octobre le monde. Les autorités allemandes établissent le ghetto. Et les missions de sauvetage. Plus de 400 000 personnes sont confinées dans quelques kilomètres carrés, bien entourées de murs et de barbelés. C'est un rappel que le peuple polonais n'a pas la maladie et la promiscuité, la peur et la mort sont omniprésents. Les enfants jouent, mais la solidarité devient un bouclier inconscient de la gravité de la situation. Les habitants se soutiennent mutuellement. Les adultes partageant ce qui reste comme nourriture. Certains les familles fuyant les bombardements, d'autres enseignent clandestinement, protégeant les enfants, et quelques-uns organisent des distributions de les alliances se forment spontanément, mais la répression des individus de tous âges, les coups, classes et les arrestations, luttes communes et les rafles frappent sans indignité. La population vit dans un état constant de tension et de peur. L'armée Krajowa pendant ce temps, dans les campagnes, ce n'est plus de simples rébellions à s'organiser plus sérieusement. C'est un mouvement structuré. Ce ne sont plus seulement des paysans armés des opérations de chasse ou des anciens soldats isolés. Les réseaux clandestins prennent bien que modestes, avec des leaders, alimentent l'espoir et montrent que l'occupation ne peut pas totalement écraser. L'un de ces premiers mouvements est l'armée Krajowa, chaque sabotage, l'armée de l'intérieur, chaque fuite réussie. Ses membres rassemblent des informations sur les positions actes de défiance, sabotent les lignes de communication et pourtant protègent malgré toute cette organisation. Chaque action est risquée. Détermination. Une erreur peut coûter la vie reste à toute une cellule. Les ghettos, pour ces hommes et femmes, les villages et les villes subissent constamment la pression de chaque risque. Les arrestations, les villes de Cracovie, les déportations, les exécutions sommaires et les bombardements rappellent les écoles ferment, la fragilité les universités ferment leurs portes, chaque victoire est éphémère, chaque avancée peut être rapidement anéantie. Les noms de rues sont germanisés, les bâtiments officiels, mais au cœur de la terreur nazie, la flamme de l'expression de culture polonaise est réprimée. Les Polonais comprennent que la village se gagne. Les habitants doivent céder leurs récoltes et leurs animaux, mais aussi dans les esprits et les cœurs. Les fermiers qui refusent sont souvent punis par des exécutions publiques ou protéger les vies innocentes. La peur est utilisée comme une arme clandestine pour briser le moral des populations en elle-même. Au-delà des territoires allemands, bien la zone soviétique connaît une répression tout aussi sévère. La fin de l'année 1939 les arrestations massives ne marquent pas la fin des déportations vers les camps de Sibérie et la collectivisation de la résistance organisée et de la lutte pour la survie d'une nation. Les familles sont séparées, les écoles réorganisées de courage pour enseigner la doctrine communiste. Et toute opposition réelle, les potentiels étaient les villes détruites et les villages en ruine. Enseignants et dans chaque ruelle deviennent dans chaque prioritaire. Dans chaque forêt, la Pologne, le désormais partagé en continue de vie, subit la brutalité de deux régimes totalitaires. L'hiver imposant sa propre vision sur une Pologne de la répression. La neige recouvre les champs détruits et les routes jonchées de débris, rendant le déplacement encore plus difficile pour les réfugiés et les résistants. Les températures glaciales ne font qu'amplifier la souffrance des habitants, déjà éprouvés par les bombardements, les privations et la peur constante. Dans les villes, la vie quotidienne est devenue une lutte pour la survie. Les habitants se calent dans des appartements glacés, cachant ce qui reste de nourriture, tandis que les soldats allemands et soviétiques patrouillent avec rigueur. Chaque bruit suspect, chaque mouvement imprudent peut attirer des représailles immédiates. À Varsovie, la situation dans le ghetto devient insoutenable. La surpopulation, le manque d'eau potable, et la faim extrême provoquent des maladies qui se propagent rapidement. Pourtant, la vie culturelle et spirituelle continue dans l'ombre. Des cours clandestins sont organisés pour les enfants, des sermons secrets pour les adultes. Chaque lecture, chaque chanson, chaque leçon devient un acte de résistance. Les familles se relaient pour protéger les plus vulnérables, échangeant des informations sur les rafles et les patrouilles allemandes. La solidarité est leur bouclier invisible contre la machine de destruction qui les entoure. Dans les campagnes, l'armée Krajowa consolide ses forces. Les premiers mois de l'occupation ont permis de recruter des hommes et des femmes de toutes les classes sociales. D'anciens soldats, des professeurs, des étudiants et des paysans se regroupent pour créer des cellules autonomes capables d'agir avec efficacité. Chaque cellule a son propre objectif: sabotage, renseignement, protection des civils ou transport de messages vers Londres. L'ennemi est omniprésent, mais la connaissance du terrain, la discrétion et l'ingéniosité des résistants leur permettent de survivre et de frapper ponctuellement. Les déportations massives commencent à s'organiser, tant dans la zone allemande que dans la zone soviétique. Des milliers de familles polonaises sont arrachées à leurs maisons et envoyées vers des camps de travail en Allemagne, en Sibérie. Les trains, bondés et mal chauffés, transportent des civils épuisés,
affamés et terrorisés. Dans la zone soviétique, les prisonniers politiques, les enseignants, les prêtres et les intellectuels sont envoyés vers les contrées glaciales de l'Est, où beaucoup ne survivront jamais. Chaque départ est un déchirement, chaque gare un théâtre de larmes et de désespoir. Malgré ces horreurs, l'espoir persiste. Les forces polonaises en exil commencent à se réorganiser en France et en Grande-Bretagne. Les premiers contingents, dirigés par des officiers expérimentés, sont formés pour participer aux futures campagnes contre l'Allemagne. Les escadrons polonais, comme le fameux Squadron 303, s'entraînent dans les bases aériennes britanniques, prêts à défendre le ciel européen. La Pologne, bien qu'écrasée sur son sol natal, continue de vivre à travers ses fils et filles exilés, déterminés à reprendre le combat. Dans les villes sous occupation allemande, les autorités imposent une discipline militaire stricte et une germanisation systématique. Les écoles ferment, les livres polonais disparaissent, et les symboles de la culture nationale sont éradiqués. Les habitants doivent adopter la langue et les coutumes imposées, et chaque acte de rébellion, même minime, est sévèrement puni. Pourtant, la résistance culturelle persiste. Des groupes clandestins continuent de publier des journaux secrets, d'organiser des représentations théâtrales, et de transmettre l'histoire et la littérature polonaise aux jeunes générations. Chaque mot écrit et chaque idée transmise devient une arme contre l'oppression. La vie quotidienne est rythmée par la peur constante des raids, des arrestations et des rafles. Les habitants apprennent à se mouvoir discrètement, à identifier les patrouilles ennemies et à protéger leur famille. Les enfants deviennent observateurs attentifs, sachant quand se cacher ou se taire. Les adultes, épuisés mais déterminés, organisent la distribution de nourriture et de soins médicaux dans l'ombre. Chaque jour est un acte de courage, chaque geste une forme de résistance silencieuse mais puissante. À Varsovie, les forces de résistance urbaine commencent à s'organiser de manière plus structurée. Des caches d'armes sont créées dans les caves et les entrepôts abandonnés, des messagers parcourent les rues la nuit pour transmettre des informations, et des cellules d'espionnage surveillent les mouvements ennemis. Les premières opérations de sabotage, bien que limitées, montrent l'efficacité et la détermination des Polonais. Les Allemands ripostent par des exécutions spectaculaires et des rafles massives, mais ces actions ne suffisent pas à briser l'esprit de la population. Dans les forêts, les partisans renforcent leur présence. Des camps secrets sont établis, où l'on forme les jeunes recrues aux techniques de survie, de sabotage et de combat. Les missions sont planifiées avec minutie, attaquer les convois, détruire des ponts, couper les lignes de communication et récupérer des informations cruciales pour Londres. Chaque succès est célébré en silence, chaque échec analysé et utilisé comme leçon pour les futures opérations. Les résistants savent que la guerre ne se limite pas au front, mais se joue aussi dans l'ombre, dans la discrétion et la patience. La coordination avec les Alliés devient de plus en plus cruciale. Des radios clandestines diffusent des messages vers Londres, où les autorités polonaises en exil analysent la situation et planifient les prochains mouvements. Les informations sur les atrocités nazies, les déportations et les conditions de vie dans les ghettos sont transmises au monde, dans l'espoir de susciter une réaction internationale. Bien que l'aide militaire directe soit limitée, la reconnaissance des crimes et le soutien moral deviennent des armes puissantes pour maintenir la détermination polonaise. Dans les zones rurales, la vie quotidienne des civils est marquée par l'angoisse et la résistance. Les fermiers cachent des réfractaires, des juifs en fuite et des partisans blessés. Les villages deviennent des sanctuaires temporaires, où l'on échange des ressources et des informations. Chaque action de solidarité est risquée, mais elle est nécessaire pour maintenir la survie et l'esprit communautaire. Les enfants grandissent dans ce monde de peur et de courage, apprenant tôt la valeur de la résilience et de la protection des autres. Le contraste entre l'oppression des forces d'occupation et la résistance de la population est frappant. Dans les ghettos et les forêts, la vie continue malgré tout. Les chants, les histoires racontées aux enfants, les cours clandestins et les activités culturelles deviennent autant de boucliers contre la brutalité des envahisseurs. Les habitants savent que leur survie dépend de leur ingéniosité, de leur courage et de leur capacité à rester unis. À mesure que l'année 1940 avance, les opérations de résistance deviennent plus audacieuses. Des embuscades sont tendues sur les routes utilisées par les convois allemands, des postes de garde sont attaqués et des prisonniers libérés. Ces actions, bien que limitées en portée, ont un impact psychologique considérable sur l'occupant. Les soldats allemands commencent à comprendre que la Pologne ne se résigne pas, et que chaque village, chaque forêt, chaque ville est un théâtre de lutte continue. Les récits de courage se multiplient. Dans les ghettos, des adolescents organisent des messages codés et des réseaux de communication. Dans les campagnes,
Des familles entières risquent leur vie pour cacher les résistants et protéger les enfants. Dans les villes, des cellules urbaines effectuent des missions de sabotage, même sous la surveillance étroite de la Gestapo. Chaque acte, même minime, devient une victoire morale et un symbole de l'indomptable esprit polonais. La coordination entre la résistance intérieure et les forces polonaises en exil devient plus étroite. Des messagers traversent les frontières pour transmettre des informations cruciales, des armes et des plans. Chaque voyage est dangereux, et beaucoup ne reviendront jamais, mais la détermination reste intacte. La lutte pour la Pologne ne se déroule plus uniquement sur le territoire national. Elle se joue aussi dans les salons londoniens, sur les bases militaires françaises et britanniques, et dans les réseaux secrets à travers toute l'Europe. Malgré le froid, la faim et la peur, la flamme de l'espoir continue de brûler dans chaque cœur polonais. Les familles racontent des histoires de bravoure aux enfants, les résistants partagent leurs succès et leurs stratégies, et les réfugiés conservent le souvenir d'un pays libre. La guerre n'a pas seulement détruit des villes et des villages. Elle a forgé un esprit, celui d'un peuple déterminé à ne jamais disparaître. Ainsi, l'hiver 1939 à 1940 devient une période de transition. Les pertes sont lourdes, les privations extrêmes, mais la Pologne continue de se battre à travers la résistance intérieure et les forces en exil. Chaque jour est un défi, chaque action un témoignage de courage et de détermination. Et dans chaque cave, chaque forêt, chaque village, la promesse reste la même. La Pologne survivra, et son peuple ne cédera jamais. Le printemps 1940 s'installe sur une Pologne encore meurtrie par les bombardements, les combats et les occupations multiples. La neige a disparu, laissant place à une terre humide et boueuse, marquée par les traces des blindés allemands et soviétiques. Dans les villes, les habitants observent avec un mélange de fatigue et de résignation ce qui reste de leurs maisons, de leurs écoles, de leurs rues. Mais au fond de chaque regard, il y a une lueur qui refuse de s'éteindre, celle de l'espoir, celle de la mémoire, celle de la liberté. À Varsovie, les ruines fumantes des quartiers bombardés témoignent de la résistance obstinée des habitants. Les bâtiments éventrés, les vitres brisées, les façades effondrées racontent l'histoire de semaines de combats acharnés. Pourtant, dans les caves et les sous-sols, la vie continue. Des enfants jouent silencieusement, apprennent à lire et à écrire, tandis que les adultes, épuisés mais déterminés, organisent les ressources, préparent des repas et planifient la survie quotidienne. Chaque action est un acte de défi, chaque mot prononcé un message de résilience. Dans les forêts, les partisans polonais renforcent leur position. Les caches d'armes s'agrandissent, les plans d'embuscade deviennent plus complexes, et les équipes de messagers parcourent les routes avec prudence, portant des informations vitales aux forces polonaises en exil. Les jeunes recrues apprennent à manier des armes modernes et traditionnelles, à tendre des pièges, à naviguer dans des terrains difficiles. Chaque entraînement est une préparation au combat, mais aussi un apprentissage de la patience, de la stratégie et du courage. La coordination avec les Alliés continue de s'améliorer. Les messages clandestins transmis vers Londres permettent d'informer le monde sur les exactions nazies et soviétiques, les déportations, les ghettos et les massacres. Les Polonais en exil participent activement à la planification militaire, préparant la future bataille pour la liberté. Les escadrons de chasse et de bombardement polonais, formés en France et en Grande-Bretagne, commencent à prendre part aux opérations aériennes contre l'Allemagne. Le drapeau polonais flotte à nouveau dans le ciel, symbole d'une nation qui refuse de disparaître, malgré les frontières effacées et les villes détruites. Dans les zones rurales, la vie suit un rythme difficile mais déterminé. Les fermiers cachent les résistants, les juifs en fuite et les enfants, échangeant nourriture et vêtements contre des informations et des services. Les villages deviennent des refuges temporaires, où la solidarité est la règle et la peur un ennemi constant. Chaque mission réussie, chaque vie sauvée, est un petit triomphe contre l'occupation. La guerre, bien que brutale et omniprésente, ne parvient pas à éteindre l'esprit de communauté et le courage des habitants. Dans les ghettos, la survie devient un article. Les familles doivent rationner chaque bouchée, partager chaque morceau de pain et s'organiser pour éviter les patrouilles allemandes. Les enfants deviennent des messagers, transmettant des nouvelles entre les foyers et les réseaux clandestins. Les enseignants, les écrivains et les intellectuels organisent des cours secrets, des lectures et des discussions philosophiques, rappelant à tous la richesse de leur culture et l'importance de ne jamais oublier qui ils sont. Chaque mot, chaque lettre, chaque récit devient une arme silencieuse contre l'oubli et l'oppression. Les premières grandes opérations de sabotage marquent l'année 1940. Des ponts sont détruits, des lignes téléphoniques coupées, des convois allemands attaqués. Chaque action, bien que limitée par la taille et les ressources,
provoque des perturbations significatives et renforce la détermination des résistants. Les Allemands, frustrés, intensifient les mesures de répression, mais la résilience des Polonais devient légendaire. Les villages et les forêts deviennent des terrains de guérilla où chaque habitant peut être un allié ou un observateur vigilant. À l'étranger, les forces polonaises se reforment et préparent la reconquête. Les généraux et officiers en exil étudient chaque rapport de résistance intérieure, chaque carte de sabotage, et planifient la coordination avec les Alliés. Les escadrons polonais participent déjà aux premières missions aériennes, démontrant leur bravoure et leur compétence. Dans chaque base militaire en France, en Grande-Bretagne et plus tard ailleurs, la Pologne continue de vivre à travers ses fils et filles déterminés à reprendre son territoire et à défendre son honneur. Dans les zones occupées, la terreur continue. Les rafles, les exécutions et les déportations sont monnaie courante. Mais malgré la peur omniprésente, la résistance persiste. Chaque acte de sabotage, chaque mot écrit, chaque message transmis est un défi lancé aux oppresseurs. Les villages, les villes et les forêts deviennent autant de théâtres de lutte, et chaque succès, même modeste, est une victoire morale. La guerre transforme la Pologne, mais elle ne la brise pas. Les histoires de courage se multiplient dans chaque foyer, chaque forêt, chaque cave. Des adolescents, parfois à peine sortis de l'enfance, deviennent des héros en portant des messages ou en participant à des missions de reconnaissance. Des femmes cachent des résistants et organisent des réseaux de nourriture et de soins. Les hommes, anciens soldats ou paysans, utilisent leur connaissance du terrain pour frapper l'ennemi. Chaque individu devient un acteur de l'histoire, contribuant à la survie et à la mémoire d'une nation. Et au-delà de la Pologne, le monde observe. Les rapports sur la résistance intérieure, les massacres, les ghettos et les déportations atteignent Londres, Paris et plus loin encore. Les Alliés, bien que limités dans leurs actions immédiates, reconnaissent le courage polonais et s'organisent pour intégrer ses forces dans la lutte globale contre le nazisme. La Pologne, bien que vaincue sur son sol, continue de vivre à travers l'exil et la résistance. Ainsi s'achève la première phase de la Seconde Guerre mondiale sur le territoire polonais. La Pologne a été envahie, partagée, détruite, mais son esprit reste intact. Les villes sont en ruine, les campagnes bouleversées et les familles dispersées. Mais la flamme de la résistance continue de brûler dans chaque cœur polonais, chaque forêt, chaque cave, chaque cellule clandestine. Les leçons de cette période sont claires. La liberté ne se défend pas uniquement avec les armes, mais avec la volonté, le courage et l'unité d'un peuple. Les sacrifices de 1939 et 1940 seront rappelés pendant des générations, non seulement comme un témoignage de souffrance, mais surtout comme une preuve de résilience, de fierté et d'humanité. Et alors que le printemps 1940 avance, un sentiment persiste. La Pologne, bien que meurtrie, n'est pas vaincue. Les habitants, les soldats et les résistants savent que la guerre ne fait que commencer, et que chaque bataille future sera une continuation de ce courage, de cette détermination et de cette soif de liberté. Le monde a vu la Pologne tomber, mais il n'a pas encore vu la Pologne se relever.